Alors, dans la vidéo précédente, on avait décrit un parseur récursif descendant avec backtracking qui nous permettait de reconnaître n'importe quelle grammaire hors contexte non récursive à gauche. Et on avait vu que la récursion à gauche, c'était pas grave puisqu'on pouvait transformer une grammaire hors contexte récursive à gauche en une grammaire équivalente non récursive à gauche. Donc, le problème de ce qu'on avait fait, du parseur qu'on avait réalisé, c'est que sur certaines entrées et certaines grammaires, la complexité peut être exponentielle en fonction de la taille de l'entrée. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des notions qui vont être importantes pour le parseur LR21 qu'on va réaliser par la suite pour reconnaître la grammaire de mini-Java. Mais donc c'est les notions de nul, first et follow. Et donc on va les appliquer, ces notions-là, à un parseur récursif descendant sans backtracking, donc un parseur de type LL21. Donc aujourd'hui, on va faire ça. On va voir les notions de nul, first, follow, et on va les appliquer à la création d'un parseur LL21. Donc, ce qu'on va faire, le parseur là qu'on va réaliser, donc ce sera toujours un parseur récursif descendant, mais pas de backtracking cette fois-ci. Donc il sera en fait sa complexité dans le pire des cas, enfin sa complexité sera linéaire en fonction de la taille de l'entrée. Alors, pourquoi on va avoir besoin de la notion de first, follow et nul? Alors, ce que j'aimerais bien faire en fait, contrairement à ce qu'on avait vu la fois dernière pour le parseur avec backtracking, c'est quand j'ai un nom terminal à développer, comme B par exemple, je ne veux pas d'abord essayer A, puis B, puis bêta, ne pas d'abord essayer alpha, puis ça n'a pas marché, essayer bêta, et enfin ça n'a pas marché, utiliser la dérivation en epsilon. Ce que j'aimerais bien faire en fait, c'est pouvoir, quand je suis ici, pour ce nom terminal B, savoir lequel choisir, quelle règle choisir parmi les trois. Donc pas avoir à en tester une, puis recommencer si on s'est trompé, on saura exactement laquelle il faut choisir. Donc si on regarde, par exemple si j'ai l'entrée plus et plusieurs autres unités lexicales, donc je suis situé là. Donc si alpha en fait se dérive en quelque chose genre plus C, que bêta se dérive en moins C par exemple, donc si j'avais une dérivation qui amenait ça, celui-là ça amenait ça, ben, si je vois un plus, clairement bêta ça peut pas être la dérivation à utiliser. Je peux pas utiliser la dérivation B donne bêta, puisque le premier terminal que je verrai, ça sera un moins. Alors que la première unité lexicale de l'entrée, c'est un plus. Donc ça me permet d'exclure bêta. Alors, j'ai toujours le choix en fait maintenant entre... Enfin, c'est peut-être alpha, mais ça pourrait peut-être être epsilon. Alors ce qu'on va voir dans les transparents qui suivent, c'est la notion de follow. Donc ici. Donc en fait, si B se dérive en epsilon, eh ben, ce que je vais avoir besoin de savoir, c'est qu'est-ce qui peut suivre B en fait, parce que là je fais disparaître le B. Donc ce qui peut suivre B ici, dans cette toute petite grammaire, c'est ID. Donc si j'avais ID, comme ça, et j'étais sur B, eh ben, je verrais que la première unité lexicale du flot d'entrée, c'est ni un plus, ni un moins, mais c'est ID. Donc là, j'utiliserai, je ne peux pas utiliser alpha, parce que alpha me ferait apparaître un plus, bêta un moins, et il n'y a que la possibilité d'utiliser le epsilon pour B qui me permettra d'avoir un ID à partir de 1. Ok, donc je vais détailler un tout petit peu plus nul, first et follow, de manière informelle ici. Donc en fait, nul c'est assez facile. Nul ça s'applique à un nom terminal, donc x par exemple, et ce prédicat est vrai si et seulement si, à partir de x, il y a une dérivation en au moins une étape qui m'amène à epsilon. Donc si jamais on regarde, donc là clairement, nul de b est vrai, puisqu'on a une dérivation en une étape en epsilon. Mais si jamais j'ai par exemple S donne AB, A donne epsilon, B donne C
D ou B par exemple, C donne epsilon, D donne epsilon. Voilà, à partir, j'ai aussi nul de S qui est vrai, parce que si on regarde, si je prends la dérivation S donne à B, après je vais pouvoir dériver A en epsilon, il me restera B du coup, et je pourrais dériver B en CD, puis C en epsilon et D en epsilon. Donc là j'aurai, à partir de S, en plusieurs étapes, j'aurai epsilon dans ce cas de figure. Donc là on aura aussi nul de S. Alors la notion de premier, je vais reprendre une grammaire, mais premier en fait c'est... alors on va prendre une petite grammaire. A donne AA ou epsilon par exemple, et B donne C ou D on va dire. Alors si on regarde, les premiers en fait, ce sont les terminaux qui peuvent apparaître en premier lors d'une dérivation. Par exemple, premier de S, c'est tous les terminaux qui pourraient apparaître en premier dans une dérivation quelconque à partir de S. Donc si on regarde ici, par exemple, si je dérive à partir de S, je vais avoir A, B, et je peux avoir A, A, B. Donc là, on voit qu'il y a une dérivation à partir de S qui me permet d'arriver sur donc le plus à gauche, un terminal qui est le plus à gauche. Donc, qui est en premier en fait. Donc ici, on aurait dans, si je mets, on aurait dans first. Alors first, c'est nul, first et follow, ça porte sur des noms terminaux. Donc first de S. Ici, dedans, j'aurai le terminal A. Mais je peux avoir autre chose aussi. Comme A peut se dériver en epsilon, je pourrais avoir S donne AB donne B donne C par exemple. Donc C aussi, c'est dans les first de S, dans les premiers de S. Mais j'en ai une autre aussi. S, AB, comme tout à l'heure, B. Et là, cette fois-ci, on utilise D. Donc le terminal D. Et D. Donc j'ai ACD dedans. Ok. Donc la dernière notion, c'est follow. Et follow, donc c'est ce qui peut suivre en fait, les terminaux qui peuvent suivre un nom terminal dans une dérivation. Donc si on regarde, alors je vais enlever ça. Si on regarde follow de A, ici. Donc suivant de A. Donc c'est un ensemble là encore. Et si on regarde dans les dérivations, j'en ai une qui me permet d'avoir donc A, B, ensuite A et C. Donc C, c'est dans les suivants de A. Et il y en a une autre, au lieu d'utiliser C, on utilise D. Donc on aurait D aussi dans les follow de A. Et là, ça va être tout. Ok, donc maintenant je vais montrer un moyen systématique de calculer ça. On va utiliser ce qu'on appelle un calcul de points fixes. Donc vous allez voir ici, c'est la grammaire qu'on a déjà vue la fois dernière, donc des expressions arithmétiques. Et ici en fait, c'est les deux règles qu'on va utiliser pour mettre à jour le prédicat nul de x. Donc en fait, on va dire que nul de x est vrai si on a une dérivation directe en epsilon, ou alors on a une dérivation dans la grammaire, donc une production de la grammaire y1, etc., yn, telle que quoi? Telle que chacun des yi soit nul. Donc ici, on va faire, dans ce tableau-là, donc ici, il y a chacun des noms terminaux de la grammaire, donc tout ce qui est en partie gauche ici. Et au début, on met tout à 0. Alors, je vais mettre 0 pour faux et 1 pour vrai. Donc, la prochaine étape, je me sers en fin de compte de la ligne précédente pour mettre à jour
la ligne courante. Donc, je vais essayer d'abord les productions de la grammaire qui amène un epsilon. Donc ici, j'ai E', donc ça c'est vrai, et j'ai T', donc un 1 aussi ici. Maintenant, S, pour que S soit nul, alors là il ne pourra jamais être nul parce qu'il y a un terminal ici, donc 0. Pour que E soit nul, il faudrait que T soit nul et E' soit nul. Donc je regarde à la ligne précédente, est-ce que T est nul? Non. Et est-ce que E' est nul? Non. Donc E n'est pas nul pour l'instant. Ensuite pour T, il faudrait que F soit nul et T' soit nul dans la ligne précédente. Donc est-ce que F est nul? Non. T' est nul? Non. Donc non. Et F, alors ça pourra pas être nul, il n'y a que des terminaux ici. On passe à la ligne suivante, et normalement ça ne devrait plus bouger. Alors S, c'est pareil que tout à l'heure, ça peut pas être nul. E, alors il faut que T et E'. Alors cette fois-ci, E' est devenu nul, mais T ne l'est pas. Donc 0 encore. E', c'est une dérivation directe en epsilon. Donc c'est la règle 1, celle-là. T, donc T donne F, T'. Alors si on regarde, T' est devenu nul, mais F ne l'est pas. Donc T ne l'est pas non plus. T', c'est une dérivation directe. Alors vous verrez en fait, on va le montrer après, quand un 1 apparaît, il continue d'apparaître tout le temps après. Donc là c'est 1. Et F, comme on a dit tout à l'heure, ça ne peut pas être nul. Donc là on a obtenu un point fixe puisqu'on a deux lignes qui sont identiques. Ça veut dire que maintenant ça ne bougera plus. Ok, donc là, si on regarde dans la grammaire, il n'y a que E' et T' qui peuvent se dériver en nul, en epsilon, pardon, donc qui sont nuls. Ok, donc je vais faire un autre petit exemple parce que celui-là était un peu simple. En fait, il y avait que des dérivations directes en epsilon qui amenaient des nuls. On va prendre cette grammaire-là maintenant. Donc on refait comme tout à l'heure. Pour remplir cette ligne-là, on va regarder S. Alors S ici, pour qu'il soit nul, en utilisant la règle 2, il faudrait que A soit nul, B soit nul, C soit nul. Donc non, c'est pas nul. Alors A, il faudrait que, alors là ça peut pas être nul, mais cette production-là pourrait être nulle si D était nul. Je regarde D à la ligne précédente, ça n'est pas nul, ce n'est pas nul, donc 0. Maintenant B, oui, il y a une dérivation directe, une production qui amène directement epsilon. C c'est pareil et D c'est pareil. Alors on passe à la ligne suivante. Maintenant pour que S soit nul, enfin comme tout à l'heure, il faudrait que A soit nul, B soit nul, C soit nul. B et C sont nuls, mais A n'est pas nul. Donc S n'est pas nul. A est nul si D est nul, et D est bien nul à la ligne précédente. Donc on fait apparaître un 1 ici. Et B, C et D, ça ne change pas. Ce sont des productions directes en epsilon. Et comme je vous le disais, on va montrer juste après que dès qu'un 1 apparaît, il continue d'apparaître. Alors, avant-dernière ligne. Donc, est-ce que S est nul? Donc A, B, C, on regarde la ligne précédente. Oui, c'est nul, donc on a un 1. Et le reste, vous pouvez checker, mais c'est bien nul. Alors, normalement, il faut faire une ligne de plus pour montrer que c'est bien le point fixe. Donc, on s'arrête là. Alors, il y a quand même deux questions à se poser. Alors la première, c'est est-ce que ça se termine en fait ce procédé? Est-ce que je vais bien obtenir un point fixe, m'arrêter à un moment? Alors, je vais montrer ça informellement, enfin oui, assez formellement on va dire par récurrence. Donc ici on va dire que c'est la ligne 0, 1, 2, 3, 4. Et en fait, ce que je voudrais montrer, c'est que si jamais il y a un 1 qui est dans une ligne, et ben il sera dans toutes les lignes qui suivent. Alors le cas de base, on peut le montrer pour la ligne 0. Bon, il n'y a aucun 1 dans la ligne 0, donc bien sûr on n'a pas besoin de montrer qu'ils sont dans toutes les lignes qui suivent, parce qu'il n'y en a aucun dans cette ligne-là. Bon, alors, si vous voulez regarder la ligne 1,
pour la ligne 1, c'est les productions directes. Donc bien sûr, les productions directes, elles apparaîtront toujours dans les lignes qui suivent. Donc maintenant, en supposant que j'ai une ligne K, donc imaginons, et que la propriété est vraie pour la ligne K. Donc ça veut dire que s'il y a un 1 dans la ligne K, il apparaîtra tout le temps après. Donc imaginons, il y a un 1 ici, là ici il y a un 0, un 1, un 1, bon le reste je m'en moque. Du coup à la ligne K plus 1, si jamais il y a un 1 qui apparaît à la ligne K plus 1, donc le 1, imaginons qu'il apparaisse ici, et à cause de ces cases-là, donc en utilisant la deuxième règle. Donc ça veut dire quoi en fait pour la ligne K plus 1, K plus 2 et les autres? Est-ce que ce 1 va être conservé en fait dans la ligne qui suit et dans les lignes qui suivent? Donc si on regarde bien notre hypothèse de récurrence, c'est que les 1 qui étaient à la ligne K, eh ben, ils resteront dans les lignes qui suivent. Donc ici le 1, il restera, le 1, il restera, le 1, il restera. Et du coup, comme ce 1 là, il avait besoin de ces 3 là pour apparaître, et ben hop, hop, et le 1 il restera. Donc ce qu'on vient de démontrer en fait, c'est que la fonction en fait qui fait passer d'une ligne à une autre, elle est croissante. C'est-à-dire que quand un 1 apparaît, on ne peut pas le refaire passer à 0. Donc vu que en fait il y a un nombre fini de combinaisons positives sur une ligne, bah forcément à un moment ça doit s'arrêter. Parce que si la fonction, on le voit bien à vrai dire ici, mais si les 1 ne peuvent pas disparaître, on peut pas alterner en fait, on est obligé de progresser, d'avoir de plus en plus de 1, et comme on peut pas avoir, il y a un nombre fini de 1 qu'on peut avoir, et ben on va forcément arriver à un point fixe. Alors la deuxième question qu'on doit se poser aussi, c'est est-ce que ça marche tout ce que j'ai fait? Ok, on a un point fixe, mais est-ce que ça marche bien en fait? Ce que j'aimerais bien montrer, c'est est-ce que nul de x, donc quand on a atteint le point fixe, si et seulement si x epsilon. Alors, je vais vous le montrer. Si jamais en fait on peut atteindre à partir d'un x donné epsilon. Donc je vais dessiner, c'est qu'il y a au moins un arbre de dérivation dans lequel on a par exemple, alors je vais reprendre celui-là à vrai dire, ce sera plus facile. Donc S A B C A D D epsilon epsilon epsilon. Donc je vais mettre en rouge quand nul de x vaut vrai. Donc vu la première règle, on aurait d'ailleurs à la première ligne, on aurait nul de D, nul de B, nul de C. Et les cercles rouges, c'est comme des petites bulles qui vont remonter à chaque étape, à chaque passage de ligne. Donc à la ligne suivante, on aura le A qui sera monté. Et à la ligne encore suivante, vu que les 3 seront là, ça remontera ici. Donc là, en fait, si on a un arbre de dérivation qui permet d'amener epsilon, on aura forcément avec nos règles, à un moment, avant le point fixe ou au point fixe, le non terminal qui sera en rouge, donc qui sera nul. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'on fasse des erreurs? C'est-à-dire s'il n'y a aucune dérivation à partir d'un non terminal donné qui amène epsilon, est-ce qu'on pourrait malgré tout dire que ce non terminal est nul? Alors s'il n'y a aucun arbre de dérivation qui amène epsilon à partir d'un certain non terminal, par exemple, on va mettre x, cette fois-ci, on va changer de couleur. Donc on va mettre x. Ça voudrait dire qu'à un moment, donc là, x, y, z, t par exemple, ici u, epsilon,
Z, par exemple, epsilon, et T, à un moment, il y aura forcément, alors je sais pas, on va l'appeler, aucune inspiration, W, même W epsilon, par exemple, et là, on aurait un nom terminal, par exemple, un terminal, pardon, cette fois-ci, c'est important, un terminal A, autre chose ici, je sais pas, on va mettre M, et etc., etc. Donc si, même on va mettre même epsilon ici, à vrai dire. Donc s'il y a pas, si on peut pas trouver d'arbre de dérivation qui amène epsilon, ça veut dire forcément il y a un terminal quelque part qui gêne. Donc là, si on utilise nos règles, on aura bien nul de celui-là, nul de celui-là, nul de celui-là, nul de celui-là. Alors là, on pourra remonter, la bulle pourra remonter, mais avant de remonter sur le X, il faut que il y ait des rouges partout sur cette ligne-là. Mais là, en fait, impossible de remonter. Parce que la règle nous permettant de remonter, c'est si on a un non terminal qui se dérivait lui-même en epsilon. Donc on ne pourra jamais en fait remonter, dire que x est nul, si dans l'arbre de dérivation, quelque part, il y a un terminal. Ok. Donc maintenant qu'on a vu nul, comment ça marche, on va regarder first. Alors first, je ne vais pas remontrer que ça marche, mais on va juste le dérouler. Donc first, il y a un peu plus de règles. Donc on dit que pour un... Ah oui, alors nul, on peut aussi le généraliser. C'est pas forcément... On peut le généraliser à plus d'un terminal, d'un non terminal, pardon. Par exemple, je peux dire que nul de A, B, C, c'est vrai. Donc nul d'une suite d'éléments, donc terminaux, non terminaux, c'est vrai en fait si tous les éléments sont nuls. Donc clairement, par exemple, nul de petit a, grand A, c'est faux, parce que ça c'est pas nul. Et nul de ABC, ici ce serait vrai parce qu'on a nul de A, nul de B, nul de C. Donc, pour first, donc ce qu'on va définir, c'est que donc first, on a vu tout à l'heure, c'est un ensemble de terminaux. Donc on va first de epsilon, on va dire que c'est l'ensemble vide. Donc il n'y a pas de terminal dans epsilon. Ensuite, first de A bêta, donc bêta étant une suite de Vn ou de Vt. Mais ici, A, c'est un terminal. Donc là, on dit que c'est l'ensemble qui contient A. Et first de X, on cherche toutes les productions dans la grammaire X donne bêta. Donc bêta, encore une fois, c'est un ensemble de terminaux, de non terminaux. Et on fait l'union des first de ces bêta. Donc on prend toutes les règles en fait où il y a un X à gauche et on fait les first de la partie droite. Donc le dernier cas, c'est, on l'a vu tout à l'heure en fait quand je montrais intuitivement c'était quoi first, c'est que s'il y a un non terminal ici, si ce non terminal n'est pas nul, et ben first de x bêta c'est first de x. Maintenant, si x peut se dériver en vide, eh ben on voit bien que ce qui peut les premiers, ça peut être les premiers de x, et si x se dérive en vide, eh ben on prend les premiers de bêta. Donc c'est pour ça qu'on a cette règle là. Donc first de x, union first de bêta, si nul de x. Ok, donc on va prendre en exemple encore notre grammaire des expressions arithmétiques. Et bon, cette fois-ci, au lieu d'avoir des zéros au début, c'est l'ensemble vide, puisque first d'un non terminal, ça rend un ensemble de terminaux. Alors, on va développer cette ligne-là. Calculer cette ligne-là, pardon. Donc, si on regarde first de S, on regarde à la ligne précédente, donc first de tout ça, on regarde. Donc,
est-ce que E peut se dériver? Alors, il faut faire first de E d'abord. Mais first de E, ici, à la ligne précédente, ben, c'est vide. Et si E peut se dériver en nul, donc c'est en fait, j'utilise cette règle-là, là, on ferait first de end of file qui serait end of file. Mais vu ce qu'on a calculé précédemment, first de E, c'est faux. Nul de E, c'est faux. Donc E ne peut pas se dériver en vide. Donc là, en fait, pour l'instant, eh ben, ça, first de S, c'est l'ensemble vide. D'accord? Ce que j'ai regardé, first de E à la ligne précédente, c'est vide. Et j'ai regardé si E pouvait se dériver en epsilon, eh ben, je prendrais end of file en plus. Mais on a vu dans la table qu'on a calculé tout à l'heure que E ne pouvait pas être nul. Donc on passe à E. Donc E, il faut faire first de ça. Donc first de T, pour l'instant c'est l'ensemble vide. Et si T peut se dériver en vide, eh ben, faut faire union first de E'. Alors on avait vu dans la table précédente que first de T, que T ne peut pas se dériver en vide. Donc que nul de T est faux. On peut regarder une fois. Mais ici, nul de T, 0. Donc là pour l'instant, ça ne change pas du tout. Alors E' maintenant. First de E'. Ah bah là on va pouvoir utiliser cette règle-là, combinée avec cette règle-là. Donc ces deux règles-là. Donc on va faire d'abord first de plus TE'. Vu que plus TE' commence par un terminal, on a forcément dans E' plus. Ensuite, on a moins. On a first de epsilon, mais c'est l'ensemble vide. Donc pour l'instant, on a ça. Alors, first de T, c'est first de F. Mais first de F pour l'instant, c'est rien, c'est vide. Et si F peut se dériver en vide, on rajouterait first de T'. Mais si vous vous rappelez, F ne pouvait pas se dériver en vide, on le voit bien d'ailleurs rien que sur la règle ici. Donc pour l'instant, ça ne change pas non plus T. Alors T', first de T', comme pour la règle E', on a fois, donc first de tout ça, c'est ça, par la règle là, cette règle là. Donc on a fois, ensuite on a divisé, et first de epsilon c'est vide, donc pour l'instant on a ça. Ensuite first de F, là encore on va utiliser ces deux règles combinées. On a parenthèse gauche, donc F peut commencer par une parenthèse gauche, et F peut commencer aussi par un ID. Ok, alors on continue. On répète ce qu'on vient de faire, sauf qu'on voit que la ligne a changé, donc on n'est pas sur un point fixe. First de S, c'est first de E. Bon, rien de nouveau par rapport à tout à l'heure. On reste encore sur l'ensemble vide. First de E, c'est first de T. Et first de T, ça n'a toujours pas bougé, donc ça ne bouge pas encore. First de E', ça ne change pas. Donc on reste sur plus, moins. Alors first de T, c'est first de F. Et first de F, on l'a. Donc cette fois-ci, ça bouge. Union, quoi? Bah, si jamais F pouvait se dériver en vide, donc si on avait nul de F, on aurait fait first de T' en union first de T'. Mais F ne peut pas être nul, donc on s'arrête. T' maintenant, ça ne change pas par rapport à tout à l'heure. Et first de F, ça ne change pas. Ok. On passe à cette ligne. On ne devrait pas tarder à arriver au point fixe, surtout si je ne me suis pas trompé en nombre de lignes. Alors first de S, c'est first de E, toujours rien. First de E, c'est first de T.
Donc first de t, c'est ça. Et t peut pas se dériver en vide. Donc c'est que first de t. First de t, c'est parenthèse id. First de e', ça change pas. Plus, moins. First de t, c'est first de f. Donc ça ne change pas. id. Là aussi, on voit que c'est croissant, à vrai dire. C'est pour les mêmes raisons que tout à l'heure, mais on ne peut pas faire disparaître des choses. Donc à chaque fois que quelque chose apparaît, ça peut que grossir en fait l'ensemble. Mais vu que le nombre d'ensembles qu'on peut faire de terminaux est fini, en fait forcément au bout d'un moment, ça va forcément atteindre un point fixe. Alors first de t', ça ne change pas par rapport à tout à l'heure. Et first de f, c'est pareil. Donc là, normalement, on n'est pas loin d'avoir fini. Oui, en fait, il faudrait une ligne de plus. First de s, c'est first de e. Et first de e, c'est ça. Et tout le reste, ça ne va pas changer. Donc je vous laisse vérifier, mais rien de plus qui va apparaître. Et fois div et parenthèse ouvrante id. Alors je le fais pas, mais si je fais une ligne ici, on aura la même chose. Donc on aura notre point fixe. Ok. Donc là maintenant, on sait que les premiers deux S, c'est parenthèse gauche id. Et on le voit bien en fait. S, on a bien une dérivation, par exemple, pour avoir la parenthèse, si je la fais là. On a S, on a E, end of file. Ensuite, on a E, donne T, E', et on a end of file. Et alors ensuite, on a T, donne F, T'. Donc E', end of file. Et ensuite, on a F par exemple qui se dérive en parenthèse E, parenthèse. On a le T', le E' et le end of file. Donc on voit bien qu'on peut faire apparaître une parenthèse gauche en premier d'une dérivation. Alors on va regarder maintenant comment calculer les suivants, les follow. Donc il y a deux règles. Donc la première ici, ça nous dit simplement que la fin de fichier, le marqueur de fin, appartient au follow de l'axiome. Donc là ici par exemple l'axiome c'est S, donc on aura end of file dans les suivants de S. Donc la deuxième règle, alors la première règle c'est juste pour dire en fait que une fois qu'on a tout reconnu, ce qui doit rester c'est la fin de fichier. Donc c'est pour ça que le suivant de l'axiome c'est forcément la fin de fichier. Alors la deuxième règle maintenant, elle est constituée de deux parties. Donc la première partie ici nous dit que pour trouver les suivants de x, on regarde dans la grammaire toutes les productions où il y a un x qui apparaît à droite et on dit que les suivants de x, c'est les premiers de bêta. Alors si on regarde notre grammaire ici, si on prend par exemple suivant de e, donc on voit que e se trouve ici en partie droite d'une production et il se trouve ici aussi en partie droite d'une autre production. Donc là on aurait que les suivants de E, c'est les premiers de... Alors bêta ici ça serait end of file, donc premier de bêta qui revient à end of file, et ici c'est premier de ce truc là, donc parenthèse fermante. Donc ça c'est pour la première règle. Alors maintenant la deuxième règle, c'est si jamais le bêta en fait peut se dériver en epsilon. Donc l'idée c'est de dire que si le bêta peut se dériver en epsilon, ce qui suit x en fait c'est pareil que ce qui suit y. Donc si on prend un petit exemple, imaginons que j'ai s donne y a. Donc on va voir en fait et que comme ici en fait y peut se dériver en alpha x bêta. Donc ça c'est en une dérivation directe, donc c'est une règle une production de la grammaire. Donc ici, si je continue les dérivations, je vais avoir y qui se dérive en alpha x bêta, et du coup on voit le a.
Et donc on voit, après que bêta soit dérivé en epsilon, on va obtenir alpha, x et a. Et on voit en fait que là, ce qui suit x, on a aussi le terminal a. Et en fait, ce qui suit x, si on revient plus haut ici, c'est bien ce qui suit y. Donc voilà comment on va le calculer en fait. Dans ce cas de figure, si jamais on a le bêta qui peut être nul, donc nul de bêta est vrai, et ben on va rajouter aux suivants de x les suivants de y. Donc on prend les règles dans la grammaire où on a un x encore à droite, mais cette fois-ci suivant de x, et ben ça sera aussi suivant de y. Donc on va tester tout ça en remplissant la table. Donc comme ce qu'on a fait pour les first et les nuls, on va faire la même chose, un calcul de points fixes. Donc un tout petit peu plus long peut-être. Dans le cas des follow, il y a un peu plus de choses à regarder. Mais ça va le faire. Alors, si on commence, donc on commence là. Donc follow de S, on prend la première règle et on sait qu'il faut un end of file, donc on rajoute end of file. Ensuite, alors S n'apparaît nulle part à droite, c'est pour ça que j'arrête pour S. Maintenant, on va regarder E. Alors, j'ai juste souligné pour être sûr de ne pas l'oublier, mais de ne pas oublier les deux cas, mais on vient de le faire en fait dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Donc, follow de E, si on regarde, donc c'est premier de end of file et premier de parenthèse fermante. Donc, c'est end of file et parenthèse fermante. Ensuite, si on regarde E', donc on va les souligner, hop, hop. Et là, on est dans une configuration en fait où il n'y a rien après le E', donc on est dans cette partie-là, dans la deuxième moitié de la deuxième règle. Du coup, ce qu'on va regarder, c'est les suivants de E'. Dans les suivants de E', pardon, on rajoute les suivants de E. Donc les suivants de E, on regarde comme on fait un calcul de points fixes, on regarde dans la ligne précédente dans la table. Et là, on voit que suivant de E, pour l'instant, c'est vide. Donc, ça ne rajoute rien. Et ici, suivant de E', c'est suivant de E' ici. Donc, on regarde encore une fois, c'est vide. Donc, ça ne rajoute rien. Donc là, on est resté sur vide. Donc, si on continue, si on regarde maintenant suivant de T. Donc, suivant de T. On va tous les souligner. Donc suivant de T, ici c'est premier de E'. Donc les premiers de E', on peut regarder dans la table précédente. Donc hop. Non, ça c'est les nuls, pardon. Voilà, premier de E', c'est plus et moins. Donc on les ajoute. Plus et moins. Ensuite, E' peut être nul, enfin nul de E' égale vrai. Donc on doit regarder aussi avec cette deuxième règle, suivant de T, c'est aussi suivant de E. Donc je regarde suivant de E à la ligne précédente et c'est l'ensemble vide, donc ça ne changera rien. Et cette ligne-là, pareil, premier de E' on a déjà fait, et suivant de E', il n'y a rien, donc ça ne change pas. Donc on a plus et moins. Alors, on regarde T'. T', c'est là et c'est là. Donc ici, suivant de T', c'est suivant de T. À la ligne précédente, c'est l'ensemble vide, ça ne change rien. Et suivant de T', c'est suivant de T', ça n'apporte rien, donc c'est l'ensemble vide. On regarde F. Donc F, c'est là, c'est là, c'est là. Donc suivant de F, c'est premier de T'. Premier de T', on peut regarder dans la table précédente, mais c'est fois et divisé. Donc fois divisé, union quoi? Vu que nul de T' c'est vrai, donc suivant de F c'est aussi suivant de T. Suivant de T à la ligne précédente, on n'a rien, donc ça ne change rien. Et ici, suivant de F, c'est aussi, comme T' peut devenir est nul, enfin nul de T' égale vrai, donc c'est aussi suivant de T', il n'y a rien. Donc on a terminé pour la première ligne. Alors, on continue. Donc on refait le même procédé. Alors si on regarde bien, en fait S va pas changer.
Donc, je vais le mettre comme ça. Et suivant de E, en fait, si on regarde, il y a que des terminaux qui suivent E, donc ça ne va pas changer non plus. Donc ça, on peut simplifier un peu la vie. Alors maintenant, si on arrive à E', on refait comme tout à l'heure. Donc c'est vraiment mécanique. Suivant de E' ici, c'est suivant de E. On regarde suivant de E à la ligne précédente. Donc cette fois-ci, il y a end of file, parenthèse fermante. Ensuite ici, suivant de E', bah, c'est suivant de E' aussi. Donc ça ne change rien. Et on a terminé ici. Donc on continue pour T. Donc T ici, ici. Donc suivant de T, c'est premier de E'. Donc c'est plus et moins. Ça ne change pas. Union suivant de E, puisque E' peut se dériver en vide. Suivant de E à la ligne précédente, c'est end of file et parenthèse fermante. Et le reste, si on regarde, ça va rien nous apporter de nouveau. Donc c'est bon pour cette ligne-là. Ok. On regarde T'. Donc T', il est là, il est là, il est là. Donc suivant de T', c'est suivant de T. À la ligne précédente, ah là, ça nous apporte quelque chose. Plus, moins. Suivant de T', c'est suivant de T'. Là, ça s'arrête là en fait. Pour cette ligne-là. Maintenant, le F. Donc, F ici, ici et ici. Donc, suivant de F, c'est premier de T'. Premier de T' fois divisé, ça ne change pas. Union suivant de T. Suivant de T à la ligne précédente, il y a plus et moins. Plus, moins. Si on prend ce cas-là, suivant de F, c'est suivant. Ben, premier de T', on l'a déjà fait. Et suivant de T', il n'y a rien. Donc c'est bon pour cette ligne-là, on a fini. Donc si on continue. Alors, suivant de E', ça ne va plus bouger. Je vous laisse checker. Donc ça ne bougera plus. Donc ça c'est OK. On va regarder suivant de T. Alors suivant de T, est-ce que ça va bouger? Ah oui, je n'avais pas fermé la collade. On va la fermer. Hop. Donc est-ce que suivant de T, ça va bouger? Ça ne devrait plus bouger non plus en fait. Bon, je le vérifie quand même une dernière fois. Donc suivant de T, c'est premier de E', ça ne change pas. Union suivant de E, ça ne changeait pas, c'est OK. Et là, c'est pareil. Donc c'est bon, ça aussi, ça ne va pas bouger. Je vous laisse tout bien détailler si vous ne voyez pas. Ensuite, on regarde T'. Donc T' ici, T' ici, T' ici. Donc, suivant de T', c'est suivant de T. Suivant de T. Ah, là, ça a bougé. Donc là, cette fois-ci, on a plus, moins, end of file, parenthèse. Ça devrait être tout normalement. Et suivant de T', là, il n'y a rien de plus. Suivant de T', on rajoute suivant de T', ça ne change pas. Alors, F. Voilà, donc suivant de F, c'est suivant de T'. C'est premier de T', pardon, excusez-moi. Premier de T', donc premier de T', ça on avait vu, c'était fois et divisé. Union suivant de T. Alors, est-ce que suivant de T, oui, alors là, il y a des choses, il y a end of file et parenthèses fermantes qui sont rajoutées. Donc là, on a à peu près, enfin, on a presque tout là-dedans. Donc, fois, divisé, plus, moins, end of file, parenthèses fermantes. Ça devrait être tout normalement. Donc ici, suivant de F, c'est premier de T', ça on l'a déjà fait. Union suivant de T', c'est OK. Et si on regarde, en fait, ça ne changera plus à partir de maintenant. Donc, on aura atteint le point fixe. Donc voilà, on a calculé tous nos suivants. OK. Donc maintenant, on va se servir de ce qu'on vient de faire pour construire un parseur. Donc, alors ça, cette table-là, en fait, ça va être notre parseur. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment on l'applique. Mais en fait, comment faut lire? Alors ici, on a les non-terminaux. Et ici, on a les terminaux.
Et si on prend un petit exemple avec une chaîne d'entrée, ID plus ID fois ID, on va rajouter le end of file ici. Donc au début, on est placé là. Donc ça veut dire si je suis en train d'analyser le nom terminal S et que je vois sous la tête de lecture le terminal, donc l'unité lexicale ID, et ben j'utilise la production 1, donc celle-là. Je remplace en fait S par E end of file. Bon, là il n'y avait pas trop le choix à vrai dire. Mais si on était par exemple sur E', là il y a 3 alternatives. Donc ici, donc on se situerait là, ça nous dirait, ok, je suis en train d'analyser E'. Je vois que sous la tête de lecture, il y a ID. Alors là en fait, il n'y a rien dans la case, donc ça voudrait dire que c'est une erreur. Si jamais on avait eu par exemple un plus sous la tête de lecture, il aurait fallu étendre E' avec la règle 3. Donc la règle 3, ça aurait été celle-là et on aurait remplacé E' par plus TE'. Alors, peut-être avant de montrer comment remplir la table, on va justement voir comment on l'utilise. Donc je vais essayer de parser ID plus ID fois ID. Donc on commence par l'axiome S et je regarde dans la table. Donc dans la table S, sous ma tête de lecture j'ai ID, donc j'utilise la règle 1, donc je remplace S par E end of file. Ensuite, je n'ai toujours pas bougé la tête de lecture puisque je n'ai pas rencontré de terminal encore. Donc je prends toujours celui qui est le plus à gauche. Donc je vais faire une dérivation gauche, la plus à gauche possible. Donc ici j'ai E et donc je suis dans cette ligne-là. Sous la tête de lecture j'ai ID, donc je regarde et du coup j'utilise la règle 2. Donc la règle 2, celle-là, et donc je transforme E en TE'. Donc là ça va me donner TE' end of file. Donc toujours pas bouger la tête de lecture. Maintenant je suis ici. Donc j'ai le nom terminal T. Et sous la tête de lecture, j'ai toujours ID. Donc je regarde dans ma table et je vois que c'est la règle 6 qu'il faut utiliser, donc celle-là. Donc ici, je remplace T par FT'. Donc ça me fait FT', E', end of file. Je continue. Donc je suis en F et j'ai un ID. Alors là, ça me dit changer le F en ID. Donc ça fait ID, T', E', end of file. Donc là maintenant, vu qu'il y a un terminal en partie gauche, et ben je regarde est-ce que ce terminal est identique à ce qu'il y a sous la tête de lecture. Donc là ça match. Donc on a reconnu ça. Donc je vais l'enlever. Et la tête de lecture s'est déplacée ici. Donc maintenant, je regarde la suite. Donc c'est T'. Donc T' avec un plus sous la tête de lecture. Donc T', on est ici, un plus. Alors là c'est intéressant, c'est que si vous vous rappelez de l'analyseur syntaxique récursif descendant avec backtracking, ici ce qu'on faisait bêtement, c'est on disait T', je vais essayer de le transformer en fois F T'. Si j'y arrive pas quand je backtrackerai, j'essaierai la production divisée F T', et sinon j'essaierai le epsilon. Donc là, directement en fonction de ce qu'il y a sous la tête de lecture, le plus, je sais qu'il faut que j'utilise la règle 9. Il n'y a que celle-là qui peut marcher. Donc la règle 9, ce qu'elle me dit en fait, c'est que le T', je dois le transformer en epsilon. Donc ce que ça fait, c'est que c'est maintenant E', end of file. Donc je suis en E', je vois une fin de fichier, je vois E' sous la tête de lecture, j'ai un plus, donc E' et plus, c'est la règle 3, donc celle-ci.
Donc on remplace le E' par un plus TE'. Donc plus TE' et end of file. Donc comme tout à l'heure, ici, on a un terminal. On regarde sous la tête de lecture. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Ok, super. On consomme et on déplace. Donc maintenant, on a T. Donc on est ici. On a sous la tête de lecture ID. Donc c'est la règle 6 qu'on utilise. Donc on remplace T par FT'. Donc ça nous fait FT', pas oublier le E' et le end of file. Ok. Donc on continue. On a F. Donc on est ici. On a sous la tête de lecture un ID. Donc on utilise la règle 11. Et donc on transforme le F en ID. ID, T', E'. Et si vous remarquez, on est guidé. On n'a vraiment pas de choix à faire. À chaque fois, c'est déterminé. Donc, on verra on va appeler ça, mais on verra ça dans la prochaine vidéo, un parseur récursif descendant prédictif. Parce qu'il prédit la règle à utiliser quand il y a plusieurs règles possibles. Alors, comme tout à l'heure, on a un terminal ici. Donc, on va regarder ce qu'il y a sous la tête de lecture. C'est bien la même chose. Donc, c'est cool. On a reconnu. Et on avance la tête de lecture. Donc maintenant, on a T', donc on est ici. On a un multiplié, donc c'est la règle 7 à utiliser. La règle 7, c'est celle-ci. Et ça remplace T' par fois FT'. On va mettre la même chose, fois FT'. Le prime, faut pas l'oublier, et le end of file. Donc, ça devrait pas tarder à terminer. Donc ici, on a le fois. On regarde sous la tête de lecture. C'est la même chose. Super. Hop. Et on avance la tête de lecture sous ID. Donc j'ai un F. J'ai un ID. Donc j'en suis là. F, ID. Donc la règle 11, celle-là. Donc je transforme le F en ID. J'oublie pas derrière T', E', end of file. T', E' et end of file. Donc je regarde, vu que j'ai un terminal à gauche, je regarde, oui c'est bien ID sous la tête de lecture. Super. Je me déplace. J'arrive à la fin de fichier. Donc j'ai un T', je suis là. J'ai une fin de fichier, c'est la règle 9. Et la règle 9, elle me dit, celle-ci, on dérive T' en vide. Donc ça nous donne E', end of file. Donc maintenant, on est en E'. Il y a un end of file, c'est la règle 5. Et la règle 5, pareil, c'est un epsilon. Donc on se retrouve avec end of file. Donc on regarde, sous la tête de lecture, j'ai end of file, super. Et l'analyse est terminée. On a donc vérifié que ID plus ID fois ID, c'était bien syntaxiquement correct. Ok, donc une fois qu'on a cette table-là, vous avez vu, c'est simple de faire l'analyse. Et on n'a aucun backtracking à faire. Donc comment on remplit cette table-là? Vous allez voir, c'est simple, il y a juste deux règles à suivre. Donc on va faire un peu de place. Donc ce qu'il faut, là on va se servir des premiers, des nuls et des suivants. Donc hop, donc les deux règles. Donc, je vais mettre ça en rouge. Si jamais dans la table vous avez un nom terminal X, donc là ici ça serait quelque chose à gauche, et un terminal, je sais pas, on va l'appeler A. Et ben si jamais dans votre grammaire vous avez une règle X donne bêta et que A, donc je vais le mettre ici, et que A appartient au premier de bêta,
et ben on met ici la règle x done bêta, la production x done bêta. Donc ensuite, la deuxième règle à savoir, je vais le mettre peut-être là, si on a un x ici, alors je vais l'appeler B, j'aurais pu continuer de l'appeler A, mais et que j'ai B, alors si jamais j'ai une règle de ce style-là, x done bêta par exemple, on va l'appeler alpha plutôt, et en plus avec nul de alpha, et ben si jamais donc j'ai nul de alpha et en plus on va mettre et B appartient au suivant de x, et ben on met la règle x donne alpha ici. Voilà, c'est les deux règles à connaître pour remplir la table. Donc on va regarder, on va la remplir du coup. Hop, je suis un peu maniaque. Donc si on regarde, par exemple pour S et pour ces deux cases-là. Alors oui, quand il n'y a rien dans les cases, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est que ça signale en fait que si jamais on se retrouve dans la configuration S avec soit tête de lecture 1+, ben c'est une erreur. Donc rien dans une case indique une erreur. Donc là, si on regarde S, je regarde les premiers de E end of file. Et si on se rappelle de la table qu'on a vue pour les premiers, dans les premiers de E, j'ai ID et parenthèse ouvrante. Donc on peut re-regarder. Voilà, premier de E, ID, parenthèse ouvrante. Donc c'est pour ça que je mets la règle 1, ici et là. Alors ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est si jamais E pouvait se dériver en vide, dans premier de E, end of file, on aurait end of file aussi. Bon là c'est pas le cas. On n'a pas nul de E. Donc voilà comment on remplit la première ligne. Donc la deuxième ligne, c'est même principe. Je regarde premier de TE'. Premier de TE', c'est premier de T. Alors si T peut se dériver en vide, il faudrait réajouter les premiers de E'. Donc premier de T, il y a quoi? Donc dans les premiers de T, il y a parenthèse ouvrante, ID. Et est-ce que T peut se dériver en vide? Si on regarde dans la table, non. Donc suffit de regarder ID et parenthèse ouvrante, et c'est pour ça qu'on utilise la règle 2 dans ce cas-là. Alors peut-être plus intéressant, c'est E'. Donc E', il y a trois alternatives. Donc on est ici. Donc si je regarde les premiers de cette règle-là, on voit que c'est plus. Donc c'est pour ça qu'on met 3 pour cette case-là. Si on regarde cette règle-là, premier de moins TE', c'est moins. Donc c'est pour ça qu'il y a la règle 4 ici. Et ici, on est dans ce cas de figure-là, c'est que epsilon peut bien sûr se dériver en vide, puisque c'est vide lui-même. Donc on regarde les suivants de E'. Et dans les suivants de E', alors, suivant de E', c'est end of file, parenthèse droite. Donc c'est pour ça qu'on voit apparaître ici la règle 5, grâce à ça. Bon, après le reste se fait pareil, donc je vous laisse regarder à tête reposée. Maintenant, un dernier point important, c'est en fait, si j'ai réussi à remplir la table comme avec les deux règles que je viens de vous montrer, et que j'ai jamais eu dans une case plus d'une règle à mettre, plus d'un numéro, et ben on dit que la grammaire est bien LL de 1. Si par contre, à un moment, je suis obligé de mettre 2 ou 3 numéros, enfin plus d'un numéro, et ben la grammaire n'est pas LL de 1. Et du coup, je ne peux pas faire mon parseur prédictif parce que s'il y a plus d'une possibilité dans une case, et ben, il va falloir faire du backtracking. Ok. Alors,
juste pour terminer, LL, ça veut dire quoi? Donc, LL, en fait, le premier L, c'est pour dire on regarde la chaîne d'entrée de la gauche vers la droite. Donc, c'est left to right scan. Le deuxième L, c'est pour leftmost derivation. Donc, si vous vous rappelez, quand j'ai fait l'analyse, j'ai toujours fait la dérivation la plus à gauche. Et le 1 ici, c'est pour on fait un symbole de look ahead, donc une unité lexicale en avance. Donc à chaque fois, on regardait, si vous vous rappelez bien, simplement ce qu'il y avait sous la tête de lecture. Ok, donc la fois prochaine, ce qu'on va faire, c'est implémenter un parseur LL21. Alors on ne va pas le faire avec une table, mais on va le faire en écrivant des fonctions récursives, on va voir, en suivant les règles de production. Donc c'est assez facile à faire une fois qu'on a les tables premier, nul et suivant. Et pour que ça soit rigolo, on fera aussi un analyseur syntaxique encore descendant, prédictif, mais cette fois-ci, on essaiera de faire une petite calculatrice, c'est-à-dire qu'on ne se contentera pas simplement d'analyser et de dire que la chaîne d'entrée est syntaxiquement correcte, mais on essaiera de faire le calcul représenté par cette chaîne d'entrée. Donc là, par exemple, dans ce cas de figure, si ID vaut une certaine valeur, enfin chacun des ID vaudra une certaine valeur, et ben on fera le calcul ça plus ça fois ça, avec le bon parenthésage. Ok, à plus.